Est-ce que vous voulez que je vous lise des poèmes que j'ai écrits quand j'avais 19 ans? Ou alors, ce qui est plus récent, la maison d'édition où je suis publiée, elle sort aussi un collectif parce que ça, enfin je vais en parler, et c'était sur le thème du bonheur. Donc vous préférez quelque chose de plus ancien ou de plus récent? C'est vraiment le dernier truc. Le bonheur, Alex, D'accord. le bonheur. C'est vraiment les derniers trucs que j'ai écrits, hein, donc Très bien, ouais. voilà. Ouais. C'est bon? Donc bonjour, je m'appelle Sam et Léon, je suis originaire du Berry. J'habite Pouligny-Saint-Pierre depuis 2021. J'ai également vécu à Tours pour mes études de psychologie, puis 20 ans dans l'Eure-et-Loire. J'écris depuis l'âge de 12-13 ans, d'abord des aphorismes, pensées sur la vie, la mort, l'amour, l'amitié, puis des poèmes. C'est le roman Le Lion de Joseph Kessel, à l'âge de 14 ans, qui m'a donné le goût de lire, car il m'a totalement permis de m'identifier à cette petite fille qui allait trouver refuge auprès d'un lion. J'ai participé à mon premier concours à l'âge de 19 ans et j'ai remporté la première mention en poésie classique. Vers 2006, je me suis inscrite sur des ateliers d'écriture sur le net et cela m'a permis d'améliorer ma grammaire, ma conjugaison, en apprenant des livres comme Le français correct pour les nuls et Le Becherel. J'ai également testé l'atelier d'écriture en présentiel afin de vérifier si j'étais capable d'écrire devant des gens et en un temps imparti. En 2007, j'ai remporté la première place régionale d'un concours organisé par la Poste et pour lequel il fallait écrire un poème pour la Saint-Valentin. Avec une amie, notre nouvelle Simon Berry était comptée est arrivée 11e sur plus de 200 participants lors d'un concours sur le thème du voyage. De 2010 à 2012, en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai proposé mes créations artistiques, pastels tendres, crochets, poterie. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs expositions de mes pastels consacrés aux étangs de la Brenne, aux fleurs. Et avec mon binôme ici présent, nous proposons des expositions musicales, c'est-à-dire que je peins des acryliques sur sa musique, ou parfois c'est lui qui fait des musiques inspirées de mes toiles. Et parfois aussi nous travaillons conjointement sur un thème ou un terme qui nous plaît. Nous avons proposé une exposition musicale fin avril à Pouligny-Saint-Pierre. Et comme l'accueil des gens a été très favorable, nous avons prévu de recommencer chaque année à la même période avec une nouvelle exposition à chaque fois. Donc là, ce sera du 20 avril au 1er mai. Et ce sera il y aura deux séries. Il y aura une série qui s'appelle Flammes jumelles, sur l'amour, et une autre qui s'appellera Circus, qui est un peu plus humoristique. Donc vous pouvez découvrir ce que l'on fait sur notre chaîne YouTube intitulée Gossam Peinture Musique. Gossam, G-O-S-A-M. Et pour ma part, le 31 janvier de l'année dernière, j'ai publié mon premier roman, Les mythes dans le placard, aux éditions La Route de la Soie. Donc c'est un roman que j'ai écrit de 2008 à 2009. Cela m'a pris environ 9 mois pour aller au bout, contrairement aux 3 autres romans que j'avais entamés et que je n'ai pas soit terminés, soit retravaillés. Donc les mythes dans le placard parlent d'emprise mentale, de violence infantile, à travers les thèmes basiques que sont la vie, la mort, l'amour, l'amitié, etc. On y trouve aussi des interrogations sur le Père Noël, l'histoire, la politique, la télévision, les sectes. Mon personnage principal est un garçon qui va grandir dans une famille où il va subir du dénigrement à travers des phrases en apparence anodines, mais qui vont, à la longue, impacter ses choix professionnels et amoureux. Donc c'est donc aux éditions La Route de la Soie que j'ai confié mon manuscrit, qui a été préservé dans son intégralité. C'est grâce à la chaîne YouTube Méta de Choc, créée et animée par Elisabeth Féty, que j'ai découvert cette maison d'édition. Méta de Choc est une émission de métacognition appliquée à soi-même, c'est-à-dire pourquoi je pense ce que je pense,
sur des sujets tels que la spiritualité New Age, l'ostéopathie, le militantisme, l'éducation positive, la psychanalyse, etc. En recevant soit des experts, soit des personnes qui viennent témoigner. Et certaines de ces interviews ont été publiées sous format papier par La Route de la Soie. Donc cette maison d'édition a vu le jour en 2017 et a été fondée par Sonia Bressler, docteure en philosophie et épistémologie. La Route de la Soie, elle connaît bien, pour en avoir parcouru 800 km. C'est grâce aux cours qu'elle donne à l'université qu'elle peut financer l'impression des livres qu'elle publie et qui bénéficient du même service de distribution que Gallimard, c'est-à-dire que vous pouvez vous procurer les ouvrages, essais, romans, recueils de poésie, pièces de théâtre, partout en librairie et sur les plateformes telles que Amazon, la Fnac, Cultura, etc. Il est toutefois préférable de commander directement sur le site de la maison d'édition. Il faut savoir également que les livres sont imprimés à la demande pour des raisons écologiques. Donc j'ai grandement apprécié l'éthique de cette maison d'édition axée sur le culturel et l'artistique. Elle a à cœur de faire se rencontrer les cultures, comme La Route de la Soie permettait les échanges commerciaux entre l'Asie et l'Europe. Sonia Bressler est également présidente de l'AFFDU, Association française des femmes diplômées des universités, qui a pour vocation de promouvoir la recherche et la visibilité des femmes chercheuses en Europe. Donc, dans le collectif d'avril 2023 consacré au bonheur, j'ai eu l'occasion de contribuer à travers mes cogitations sur le bonheur. Donc, je vais vous lire ce que j'ai écrit à ce sujet. En tant qu'écrivain, j'ai choisi d'utiliser l'expression écrite à travers 3 styles littéraires différents afin d'explorer cette notion qu'est le bonheur. Tout d'abord, dans un petit essai, j'ai souhaité tirer un aperçu global et culturel de notre rapport au bonheur. Revenant au point de départ de ma réflexion, j'ai alors pris le parti de personnifier le bonheur et de m'adresser directement à lui dans un style épistolaire. Enfin, j'ai décidé de l'apostropher sous la forme d'un pamphlet où le rythme ternaire des vers permet à 3 voix distinctes de s'exprimer. Réflexion sur le bonheur. Ah, le bonheur. Mais qu'est-ce donc que le bonheur ? N'y a-t-il pas autant de définitions de cette notion qu'il y a d'humains sur Terre ? Pour certains, c'est avoir beaucoup d'argent. Pour d'autres, c'est être libre de faire ce qu'ils veulent. Pour d'autres encore, c'est être en bonne santé. Voyons voir ce qu'en dit le dictionnaire. Le Robert nous dit bonheur, nom masculin. 1. Chance, porte-bonheur. 2. État de pleine satisfaction, le bonheur d'aimer. 3. Ce qui rend heureux. C'est un grand bonheur pour moi. Pour moi, en effet, le bonheur, c'est ce qui nous rend heureux. Cela s'exprime par des ressentis comme l'extase, la satisfaction, la plénitude, la complétude, la sensation d'entièreté. Cela comble nos besoins, nos manques. Cela s'exprime par une émotion agréable telle que la joie. Cela nous transporte. Le bonheur peut être apporté par le fait d'avoir, de posséder, d'acquérir, avoir une grande maison. Il peut également être apporté par un état d'être, être en bonne santé. D'ailleurs, cet état ne proviendrait-il pas de l'obtention de l'objet de notre désir ? Le bonheur peut se quantifier par le nombre. Je suis heureux d'avoir plein d'amis. Il peut aussi se quantifier par l'intensité du ressenti. Je ressens un amour tellement puissant. Il y a des degrés au bonheur, du simple contentement à l'extase absolue. Le bonheur est une quête comme le Graal. D'ailleurs, ne parle-t-on pas de la quête du bonheur ? Derrière le bonheur se cache la croyance qu'avoir certaines choses ou qu'être dans certains états nous donnera ce bonheur. Il y a une attente. Il y a une motivation, un objectif avec des étapes. C'est un cheminement. Je serai heureux quand j'aurai ceci ou cela, quand je serai comme ci ou comme cela. Il y a une projection dans le futur à partir d'une insatisfaction présente.
Il y a une idéalisation de l'avenir par un non-contentement pour le présent. Il y a une volonté de vouloir mieux, plus, encore, toujours. Il y a une exploitation du temps que l'on remplit vers cette obtention future du bonheur. Un rêve irréalisé qui nous stimule. Il y a cette course au bonheur car le temps nous est compté. Et là, nous sommes dans le consumérisme, le matérialisme effréné. Et on se rend compte que tout ce temps à chercher le bonheur nous a fait passer à côté sans l'avoir vu, aveugle, perception étriquée par l'œillère de nos idées préconçues de ce qu'est le bonheur. Alors peut-être que le bonheur est-il toujours là, présent, tout le temps. Il suffit de s'y concentrer, de s'y consacrer, chaque pensée, chaque geste, chaque vision étant porteur de bonheur. Le fait même de vivre n'est-il pas le bonheur? Cette capacité à sentir sa propre existence n'est-il pas le bonheur? Et nous voilà dans une démarche mystique, spirituelle, voire religieuse. Il y a comme une obligation à être heureux, puisque nous sommes en vie, et que le bonheur est une forme de gratitude dans une inclinaison à cette vie qui nous est donnée. Cette recherche du bonheur peut entraîner de la culpabilité à ne pas se sentir heureux, à n'en avoir jamais assez, à ne pas assez méditer. De la honte aussi de ne pas correspondre à l'image que nous aimerions avoir de nous-mêmes, ou que les autres ont de nous. La recherche du bonheur peut créer de l'évitement face aux situations, aux personnes qui entravent ce bonheur. Cela peut créer des phobies. Cela peut créer des schémas comportementaux inadaptés. Le bonheur nous rend heureux, mais dès l'instant qu'on le cherche, il nous rend malheureux. Alors ensuite, c'est la lettre que j'ai écrite au bonheur, quelque part dans le centre de la France, le 29 décembre 2022. Cher bonheur, je t'écris aujourd'hui pour te dire ce que j'ai sur le cœur. Du plus loin que je me souvienne, je t'ai cherché sans te connaître. À peine né, je réclamais à grands cris ma pitance afin d'assouvir ma faim. Une fois repu, je pouvais dormir sereinement. Très vite, j'ai fait de toi ma quête. J'ai essayé de te trouver en toutes choses. Et bien vite, je n'en ai plus eu assez. Il m'en a fallu toujours davantage et toujours plus rapidement. Mon cher bonheur, tu es tellement délicieux. Tu nous séduis par des appâts alléchants. Tu nous attires pour soudain disparaître comme tu es apparu, sans prévenir. Te souviens-tu de cette semaine de mai où, telle une cascade, tu as coulé à l'intérieur de moi, emplissant mon cœur d'une débordante allégresse? Ah, l'enivrante extase! J'avais une telle soif de toi. Aussi m'as-tu nourri généreusement. J'aurais tellement voulu que cela jamais ne cesse. D'ailleurs, je croyais que cela irait crescendo jusqu'à m'évanouir et me liquéfier en ton torrent. Jamais je n'aurais pu me lasser d'une telle grâce. Qu'avais-je bien pu faire pour mériter une telle offrande? Cette simple question m'a-t-il valu ton départ? Aurais-je dû me contenter de ta voluptueuse présence sans douter? Toujours est-il, du jour au lendemain, la cascade s'est tue, mon cœur s'est tari, et seul m'est resté une solitude amère. Qu'ai-je bien pu faire pour que tu désertes ainsi ma vie? N'étais-je plus assez bien pour toi? Malheureux bonheur, sache que je t'ai pleuré, parfois dans des sanglots de regret, souvent avec des larmes de rancœur. Je me suis sentie terrassée, anéantie. D'autres fois, je t'en ai voulu avec une colère foudroyante. Pourquoi m'alimenter aussi généreusement pour me priver aussi misérablement? Sans doute aurais-je préféré ne jamais te goûter. J'aurais ainsi pu t'idéaliser, sans jamais que ton image en moi ne se ternisse. Tu aurais alors été un but jamais atteint, qui m'aurait tenue droite, solide, en vie. Assez, tu es parti, soit. Eh bien, ne reviens plus. Reste où tu es, bonheur.
Et ensuite, c'est un pamphlet sur le bonheur. Ô bonheur, toi que j'ai tant cherché, amant désespéré de douleur, quelle était belle la promesse d'une grandiose volupté, où disparaissent les faiblesses dans un soupir de félicité. Ô bonheur, toi que j'ai tant voulu, j'ai été si déçu de rancœur. Quelle était noble la parole, de croire qu'en renforçant la foi, s'accompliraient les paraboles, car telle était ta divine loi. Ô bonheur, toi dont j'ai tant rêvé, à faire la veillée à toute heure. Quelle était glorieuse la vertu, comme un écho dans une église, d'unir en son seul sein tes élus, pour qu'enfin ils se réalisent. Ô bonheur, de tout cela, tu n'as rien tenu, ni promesse, parole, vertu, quel menteur. Nous avons vu que le bonheur pouvait s'appréhender de manière différente. Nous pouvons l'étudier comme un phénomène de société ou comme une relation plus intime, contre lequel nous pouvons développer un lien sentimental dans lequel l'affect entre en jeu, dans un va-et-vient d'attraction et de répulsion, pour lequel nous pouvons nous prendre de passion, ou au contraire contre lequel nous pouvons formuler des reproches vindicatifs. Le bonheur n'est donc pas sans susciter un sincère intérêt, de vives émotions, de profonds questionnements. Toutefois, restera-t-il toujours intangible ? Alors avant de vous présenter mon roman, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, Saméléon officiel, et sur ma chaîne YouTube du côté de chez Sam 2703, où je partage certaines de mes chansons, des poèmes mis en musique et des chroniques littéraires que certains livres m'ont inspiré et que je lis dans un coin de la nature. Alors je vais vous lire le chapitre 1 du roman Les mythes dans le placard. Chapitre 1, à l'origine. J'ai toujours eu besoin de tout comprendre, observer, explorer, chercher en profondeur. Une nécessité, même si cela risquait de m'anéantir. Mon décortiquage avait d'abord concerné mes jouets, objets les plus facilement accessibles, puisque supposés m'appartenir. Construire, détruire, remonter, démonter, inlassablement. Je me souviens que vers 2 ans, j'entassais mes Legos, les uns sur les autres, le plus haut possible, afin d'atteindre des sommets vertigineux. Je m'imaginais être une fourmi se hissant jusqu'à la cime. Je sentais alors une apesanteur me soulever de terre, en même temps qu'un frisson de frayeur chatouillait ma nuque. Puis ma tour s'écroulait. Cet ensemble qui, la seconde auparavant, ne faisait qu'un, se morcelait sous mes yeux, en se divisant en une myriade de fragments multicolores. Je recommençais, en prenant garde à ce que les cubes soient empilés dans le prolongement parfait les uns des autres. Toutefois, le résultat était le même. J'avais la sensation qu'un peu de moi-même périssait aussi. Apprentissage douloureux, ô combien bénéfique de la frustration. Je compris très vite que je pouvais être celui qui renverse, à l'instar de cette force invisible qui intervenait. Là, ce n'était plus la main divine, mais la mienne qui jouait les avions kamikazes. Bang, en plein dans le mille. Je ressentais une jouissance inépuisable à massacrer ce que je venais de bâtir. Cette tour, ce n'était plus moi. Elle m'était totalement distincte. Peu à peu, je réalisais qu'il est plus laborieux de construire que de détruire. Construire,
demande de la patience, de la concentration, de l'investissement. Détruire se résume en une explosion. Quelques années plus tard, âgé de 6 ans, je déboîtais le bras de mon Superman en plastique, ce qui me valut une engueulade homérique de la part de mon père, parce que je ne parvenais pas à le replacer. Lui non plus d'ailleurs. Le super-héros devenu manchot dégringolait de son piédestal. Il me fallait des objets que je puisse démanteler et remonter. Je commençais avec les stylos à billes, ceux au corps transparent, qui exhibent ce qu'ils ont dans le ventre. Après avoir retiré le goupillon et le bouchon indiquant la couleur de l'encre, je glissais hors du cylindre rigide à section hexagonale le tube souple contenant le liquide avec, à l'une de ses extrémités, sa tête conique de laiton, contenant la fameuse bille à rotation qui déverse son sépia au contact de la feuille. Pas de grosse surprise, mais l'avantage de le remettre en état très rapidement et très facilement. Je passais la vitesse supérieure en optant pour des stylos à la pointe rétractable. Les corps opaques ne dévoilaient rien de leur intérieur, amplifiant mon excitation qui ne demandait qu'à être comblée par la visualisation de la complexité du mécanisme, ressort, anneau de ferraille. Néanmoins, c'était de la bagatelle comparé à l'ingéniosité du rouage des montres. J'étais ébahi devant les aiguilles disloquées de leur socle, ne trottant plus, soumise à ma seule volonté. Ces petits plateaux sur lesquels gisaient de minuscules roues que des ressorts miniatures faisaient normalement tourner. J'eus tout le loisir de les contempler, de nombreuses années durant, car, une fois éventrée, je ne pus jamais reconstituer la dite montre. Afin de rafistoler chaque élément, j'empruntai la pince à épiler de ma mère qui, s'interrogeant sur l'utilité que je pouvais bien en tirer, m'en servais-je pour débroussailler mes sourcils, qu'elle inspectait d'un air contrarié quand je lui rendais son ustensile, la réclamait à grand renfort de braillement. En revanche, le tic-tac était en berne. Le temps demeurait à jamais suspendu dans le gosier de ma montre de communion. Je n'avais aucun plan sur lequel me baser, aucune personne pour me conseiller. Alors je fus obligée d'évoquer la perte pure et simple de mon bijou. Mes parents me traitèrent de tête en l'air, me spécifiant qu'un jour je la perdrais pour sûr. Si j'avais avoué la vérité, j'aurais encore porté cette étiquette de brise-fer. Au moins, ça me changeait de label. Qu'avais-je besoin de trifouiller ainsi les choses? Mes parents n'y voyaient qu'un plaisir sadique de casser, comme si j'avais eu le désir malsain de bousiller ces jouets qui avaient coûté si cher. Me venger de ce qu'ils ne m'aimaient pas assez, ou prélude au sempiternel refrain d'adolescence, vous n'aviez qu'à pas me faire. Si généralement ce goût pour la destruction se raréfie pour finir par s'apaiser totalement en grandissant, en ce qui me concerne, il est allé croissant. Mon incursion au cœur même des matériaux enfla et aurait pu s'étendre aux animaux. La dissection d'un batracien, en cours de biologie au collège, m'en dissuada définitivement. Nous étions organisés en groupe de 2 à 3 élèves, assis sur de hauts tabourets devant un zinc recouvert de carrelage blanc. Le professeur distribua à chacun une grenouille vivante que nous épinglâmes afin de la maintenir immobile. Puis, à l'aide du bistouri, nous découpâmes la peau moite de son ventre et observâmes l'intérieur de son organisme. C'était fascinant et répugnant à la fois. Je ne pouvais m'empêcher de me mettre à la place de cette bête inoffensive, crucifiée au nom du programme scolaire. Je ressentais la souffrance qui, sans l'ombre d'un doute, était la sienne. Au stylo et aux montres, j'étais sûre de n'administrer aucune douleur. Là, je culpabilisais, et m'interroger sur le bien-fondé d'une telle action ne me soulageait nullement. Découvrir ainsi le mystère de la vie, cette petite poire qui se presse automatiquement, l'épaississait davantage. Durant cette séance de boucherie amphibienne,
je m'étais retenu de vomir devant les copains qui auraient sauté sur l'occasion pour m'infliger une honte inoubliable. Cela m'avait irrévocablement scié l'envie de réitérer toute exploration concrète dans la viscosité des viscères. Je préférais m'en tenir à la nébulosité d'une machinerie perceptible par des sens occultes que je semblais détenir en ma possession. Alors je triturais, je farfouillais, je tripatouillais les idées, les comportements humains, à la manière du garagiste qui fourre ses mains dans le cambouis, puis, par extension, le fonctionnement de notre système de pensée. Alors, le personnage va grandir et il va partir à Tours faire ses études et il va découvrir les jeux de rôle. Si jusque-là, j'avais été un élève assidu, je n'en faisais désormais plus qu'à ma tête. J'assistais aux cours qui me passionnaient, les travaux pratiques en l'occurrence, où nous faisions des expériences. Les cours théoriques retenaient moins mon attention. J'y participais de plus en plus rarement, surtout depuis que j'avais besoin de dormir le jour pour compenser un manque de sommeil dû à mes pérégrinations nocturnes. Toutes les nuits, j'effectuais de longs périples à travers le temps, sans l'aide des élucubrations de mon père. Je respectais malgré tout les recommandations de ma mère en ne traînant pas par monts et par vaux à travers la grande ville de Tours, puisque je connaissais 1000 aventures en ne bougeant pas de ma place. J'étais devenu un adepte des jeux de rôle. Cette activité m'était totalement inconnue avant d'arriver dans cette cité universitaire. C'est Simon, mon voisin de chambre, qui m'y convia. J'étais curieux de voir en quoi cela consistait, parce qu'a priori, à son écoute, ce divertissement n'avait rien de subjugant. Par la suite, je comprendrai que Simon était un jeune homme plutôt timide, qui ne s'enthousiasmait guère facilement. Néanmoins, n'ayant rien de mieux à faire, sinon regarder la télévision, le programme déterminé d'avance alors que j'aimais zapper, passer d'une chaîne à l'autre, ce qui aurait irrité l'assemblée, je décidai d'aller faire un tour dans la salle réservée aux jeux de rôle. C'était un grand espace aux murs blancs gras de jambon, un blanc huileux, sale. Au centre de la pièce trônait une table ovale, couleur beige, au milieu de laquelle étaient répartis un plateau et des dés de toutes les couleurs et de toutes les formes. Je n'en avais jamais autant vu, ne sachant pas qu'il en existait une telle variété, à part le traditionnel cube à 6 faces. On aurait dit des berlingots. Des feuilles, des crayons de papier et des gommes, ainsi que des pots de yaourt en verre vides et des coquilles Saint-Jacques en guise de cendrier, étaient disposés sur la surface plane. Des chaises dépareillées, rouges, jaunes, bleues, les mêmes que celles de la salle télé, entouraient la table et attendaient que des fessiers viennent s'y poser. Une cafetière dans un coin de la salle fumait comme une locomotive et répandait une odeur suave. Dès que j'entrai, Simon, qui m'avait aperçu, s'approcha de moi, un sourire aux lèvres, sans doute heureux de ma présence. Il me présenta à ses camarades. Nous étions 8. Je me demandais si nous étions suffisamment nombreux. En fait, 7 seulement d'entre nous participeraient, le 8e incarnant le maître de jeu ou meugeux de son surnom. Il se plaçait en bout de table et supervisait le bon déroulement des opérations. De lui dépendaient les situations dans lesquelles nous serions plongés en plein Moyen-Âge. D'abord, il me fallait établir la fiche de mon personnage. Suivant le score que j'obtiendrais avec les dés, je serais humain, nain, troll, orc. Le hasard me désigna elfe. Il fallait ensuite tirer au sort ma classe ou mon métier. Mage, guerrier, paladin, barde. Ce fut chasseur.
Pour finir, je lançai une dernière fois les dés afin de connaître mon niveau dans chacune des capacités du personnage. Des points étaient ajoutés ou retirés, bonus ou malus, selon la compétence par rapport à la race. Un elfe a une dextérité plus grande que celle d'un orc, chaque espèce possédant des talents et des lacunes. Avec les 6 autres joueurs, nous formions une équipe et devions combattre une guilde de voleurs. Se trouveraient également sur notre passage des zombies, des dragons, des beholders. Nous avions des armes pour nous défendre. Hallebardes, cimetères, dagues, et des pouvoirs magiques, traits de l'ombre, pluie de glace, boules de feu, pour contrer ces ignobles créatures. Je fus très vite happé par le caractère excitant du jeu. Et je compris rapidement à quoi servait le café. À nous maintenir éveillés toute la nuit. Une fois absorbés, nous ne pouvions plus décrocher de cette passionnante distraction. Oublier l'inconfort des chaises en plastique. Quand une action était en cours, l'affrontement avec un assaillant par exemple, il fallait aller au bout de la rencontre. Cela pouvait durer plus ou moins longtemps, les dés ordonnant la force de nos attaques. Parfois notre arme pouvait se briser, parfois nous pouvions être blessés, ou même mourir lorsque nos points de vie atteignaient 0. Nous nous guérissions alors avec des potions, ou étions ressuscités par un sort, à condition que le mage l'eût réussi. J'avais tellement l'impression d'être dans la peau de cet elfe, de prendre et de rendre chaque coup, et d'être solidaire de ma troupe. Nos missions nous emmenaient à l'intérieur de villes dont nous reproduisions le plan pour nous orienter, afin d'éviter de tourner en rond, et de découvrir les passages secrets. D'autres fois, nous violions l'antre de châteaux à la recherche de nouveaux indices nous rapprochant de la quête finale. Nous interrogions les voyageurs qui croisaient notre route et les habitants des bourgs dans lesquels nous pénétrions, interprétés temporairement par le maître de jeu. Il fallait pouvoir s'imaginer les scènes comme véridiques, agir comme dans la réalité, se nourrir, se reposer. Nous étions dans un autre monde où notre seule préoccupation se résumait à rester en vie. Dans l'instant présent, il nous fallait ne pas nous endormir. Nous buvions café sur café, et quel café! Il était tellement fort que la petite cuillère se mettait au garde-à-vous dans la timbale en plastique. Un café qui tenait au corps. Pas un de ces jus de chaussettes immondes de nos voisins anglais. Nous fumions cigarette sur cigarette, dont la fumée enveloppait la salle d'un brouillard digne de ces forêts maléfiques que nous traversions dans nos parties et duquel jaillissaient des morts-vivants ou autres ennemis suspects qu'il nous fallait terrasser. Moi qui n'avais jamais bu de ce breuvage, moi qui n'avais fumé que parcimonieusement, moi qui n'avais plus ma mère pour me chaperonner, j'imitais mes camarades et m'adonnais au plaisir de mon âge. J'appartenais désormais à un clan. Je n'étais plus ce garçon anormal, cet être différent, le bouc émissaire. J'avais laissé mon passé et sa malle de souffrance derrière moi. Je les embrochais durant les batailles que mes acolytes et moi engagions, mes souffrances prenant le visage de l'adversaire que je vainquais avec la sensation de me libérer un peu plus de mes fers. Merci. Donc après, le personnage, il va rencontrer une jeune fille. Et il y a tout un tas de choses qui vont pas bien se passer. Et donc, il va essayer de comprendre pourquoi il est pas bien. Et donc, il va aller voir des psys, il va faire de la sophrologie, il va essayer tout un tas de choses, psychanalyse. Et puis... après, faut lire le livre pour voir s'il s'en sort ou pas. Voilà. Merci. Je remercie la médiathèque de m'accueillir. J'avais une question. Je pense pas que vous l'ayez dit. Pourquoi Saméléon Alors, Saméléon, c'est
C'est un pseudo. Et donc, c'est un, comment dire, c'est un diminutif d'un prénom que j'aurais dû porter. D'accord. Et Léon, c'est en référence à mon grand-père. D'accord. Voilà. Ok. Et vous voulez qu'on vous appelle comment? Sam et Léon. Sam et Léon, d'accord. Ouais. Très bien, merci. Donc, il est prévu une suite. Oui. Voilà, comme je disais, ça sera, le personnage, il va se passer des choses et il va s'apercevoir en fait qu'il va pas si bien que ça et que voilà, il va pas très bien, mais il va faire des choses et qui vont faire il peut croire que ça va mieux et au final, il y a des événements déclencheurs qui vont le faire retomber dans des anciens schémas. Ça va réveiller encore des choses et donc c'est pour ça qu'il va se tourner vers le New Age pour essayer D'avoir des réponses. ouais, d'avoir des Solution. réponses et puis ouais. Et donc ça sera le tome 2. D'accord. Et le tome 3, le tome 3 il va s'intéresser à tout ce qui est esprit critique, zététique. Donc la zététique, c'est de l'esprit critique sur le paranormal. L'esprit critique, ça concerne... Enfin, la zététique, c'est vraiment apparemment axé sur le paranormal. Je connaissais pas du tout. Zététique. Zététique, ouais. Et l'esprit critique, c'est tout par rapport à la méthodologie scientifique. Qu'est-ce que dit la science, en fait, de certaines choses par rapport à la médiumnité, puis toute la méthodologie scientifique, ouais. Il y a un besoin de vérité, de recherche de vérité, Mm. Mm. Comme on disait, il y en a plusieurs. En tout cas, il n'y a pas la vérité avec un grand V, ça c'est sûr. Même la science, elle apporte des réponses, mais du coup, j'ai été obligée de me tourner aussi, comme j'étais dans le New Age, et puis que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de contradictions, qu'il y avait des trucs qui collaient pas, et qui étaient même de l'ordre du lavage de cerveau, parce que ça change complètement la structure de pensée. Hein. Donc, comme l'esprit, je me suis tournée vers l'esprit critique parce que j'ai vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc, j'ai cherché sur Internet, est-ce qu'il y a des gens comme moi qui sont dans le New Age et qui trouvent qu'il y a des trucs qui collent pas. Et C'est bien justement de se détacher de ça et de voir. c'est très difficile parce qu'après, là, on rentre dans la dissonance cognitive. Se dire qu'on s'est fait potentiellement avoir, qu'on s'est trompé. Il y a un embrigadement. Ah oui. Ouais. La dissonance cognitive elle peut tellement être forte que les gens peuvent complètement s'effondrer psychologiquement. Donc il y a différentes en fait réactions face à la dissonance cognitive. C'est soit on arrive à rebondir mais bon, on rebondit pas comme ça. Enfin, moi personnellement, le rebondissement il est toujours en cours. Hein, mais donc c'est compliqué il y a beaucoup de culpabilité par rapport à soi, il y a beaucoup de colère, ça peut s'accompagner de symptômes physiques comme des nausées. Donc c'est très... Enfin, à quel point ça marque, quoi. Et donc oui, c'est comme ça que j'ai trouvé une chaîne comme Méta de Choc qui... Elisabeth Fetty, qui a créé cette chaîne, elle a été 15 ans dans le New Age. Elle est allée très très loin. Et c'est pareil, voilà. Après, on cherche d'autres réponses parce que pourquoi ça colle pas. Mais quand on s'intéresse à l'esprit critique, on apprend ces notions de dissonance cognitive. L'esprit critique, c'est quoi ? C'est pas inné, en fait. C'est qu'on peut s'intéresser à tout, mais voilà, sans peut-être rentrer dans les extrêmes et Ouais. que ça nous aide à certaines pratiques, yoga, tout ça, mais sans Ouais. sans rentrer dans un truc de gourou, Oui. de vérité suprême. Ouais. Donc elle fait des podcasts
Elle a une chaîne YouTube, donc des fois il y a des trucs à visualiser quand elle fait des conférences, mais sinon c'est juste des trucs à écouter. Et donc elle explique en fait, elle a fait une première série sur le New Age en revisitant en fait toutes ces histoires d'énergétique. Qu'est-ce que dit la science sur l'énergétique, quoi? Ça existe pas. Qu'est-ce qu'on peut dire? La médiumnité, enfin toutes ces choses-là. La lithothérapie. Et donc là, elle a fait une deuxième saison où elle a fait sur le chamanisme, néon-chamanisme, lithothérapie. Là, elle a fait la psychogénéalogie. Je sais pas encore écouté, mais ça vaut son détour, à mon avis, son pesant d'or. Non, mais à chaque fois. Mais après, moi, je trouve ça. Personnellement, je trouve ça très jouissif parce qu'on a des avis sur tout. Bah, le cerveau, il est constitué comme ça, on a des a priori, des opinions. Et surtout maintenant avec les réseaux sociaux. Bah oui. Voilà, donc, Et, et donc, moi, quand j'écoute ça, bah, j'ai des avis sur tout, puis je me dis, bah, j'écoute, et puis je me dis, ah mince, je croyais ça, bah mince, c'est pas ça, mais voilà, je trouve ça intéressant parce que ça remet à jour, en fait, nos connaissances personnelles. Il faut tout le temps douter, se questionner, Oui. se chercher. Ouais. Et je pense que c'est. Ouais, puis être capable de se dire, est-ce que là, je suis pas en train de me tromper Et dans le New Age, bah, on n'est pas capable de ça, quoi. Parce que justement, c'est comme le New Age, c'est la base de toutes les religions, c'est faut avoir la foi. Et dès qu'on vous dit ça, vous verrouillez le truc. Parce que ça veut dire que vous avez le droit à aucun doute. Si vous doutez, ça veut dire que vous n'avez pas la foi. Et qui n'a pas envie d'avoir la foi? Parce que si vous avez la foi, vous êtes l'élu. Donc, quand on a compris le cheminement du truc, ça paraît évident. Comme dans tous les extrêmes. Oui. Et c'est pour ça que ça me fait un peu sortir de mes gonds quand je vois certaines choses passer ou... C'est difficile pour moi de me taire, quoi, franchement, parce que ils savent pas le mal qu'on peut faire aux gens avec des trucs pas possibles. L'astrologie, bah, quand j'ai vu ça passer, bah, il y a Elisabeth Fetty, elle a interviewé un ancien astrologue qui était à fond dans l'astrologie. Il était tellement à fond, il a dit, moi je vais prouver que l'astrologie ça marche. Il a tellement cherché qu'en fait, il a vu que ça marchait pas. Enfin, ça marchait tellement bien que c'était suspect. Et avec l'histoire et tout ça, avec le truc des constellations et tout ça, et puis que le ciel il a changé au niveau des degrés et que ça peut pas fonctionner en fait. Et du coup, bah maintenant, il démonte l'astrologie pour dire, il était obligé. Et c'est pareil, lui, sa dissonance cognitive, ça n'a pas été simple parce que toute sa vie était tournée, c'était son boulot, quoi. Donc c'est vraiment pas évident et il y a vraiment. Et puis après, bah voilà, quand on s'intéresse à tout ce qui est esprit critique ou bah, l'effet Barnum, bah, l'horoscope ou même les signes astrologiques, bah, c'est simplement que c'est tellement large et tellement l'explication. Par exemple, vous êtes Capricorne, vous êtes comme ci, comme ça, machin, mais c'est tellement large que tout le monde peut s'y retrouver. Donc, c'est embêtant, quoi. Sur plutôt un amusement que. Bah, ouais, et surtout que j'ai quand même connu des personnes, parce que tout mon entourage, en fait, était dans le New Age. Hein. Donc, il a fallu que pas que je coupe les ponts avec les gens. C'est comme quand vous êtes intoxiqué à un truc, vous pouvez pas vous arrêter et côtoyer toujours les gens, parce que... et en plus, on peut entendre des choses très culpabilisantes, du genre, ah, t'as été rattrapé par la matrice. Parce que dans le New Age, ils sont dans cette idée qu'il y a une matrice et qu'on nous tient enfermés dans cette matrice pour pas savoir la vérité. Et donc, voilà, on entend ce genre de trucs, quoi. On a trahi le groupe ou choses comme ça. Donc, et ça rejoint vachement tout ce qui est sectaire, quoi. Et je connaissais des gens qui étaient comme ça. Ah ben moi, je suis taureau. Les taureaux n'aiment pas le changement. Donc, c'était quelqu'un qui était malheureux et qui n'allait certainement pas bouger de là où elle était parce que elle était taureau. Et que, donc, quand on en arrive à des dérives comme ça, à diriger sa vie par rapport à ses croyances, là, il y a un problème. Ouais.
Je ne sais pas si vous avez des questions. On a dû lire la suite. Oui, voilà, c'est ça. J'ai hâte de me mettre à l'écrire. Oui. Si j'en parle, mais... Bah oui, mais après, Mm. il faut se lancer. Après, c'est très Ça viendra prenant. tout seul, C'est très prenant quand on écrit quand j'ai écrit celui-là, parce que j'avais commencé à en écrire d'autres avant, que j'ai pas... Il y en a un, j'ai terminé, mais j'ai pas... Le premier que j'avais écrit, c'était un truc un peu jeunesse, d'adolescent. Je l'ai terminé, mais il faudrait que je le retravaille. Enfin bon. Et celui-là, ben, je sais pas pourquoi, voilà. J'ai pas lâché le truc pendant 9 mois et c'était tout le temps... je sais que Et vous écriviez comment tous les jours vous avez- quasiment tous les jours. Ouais. Et comme j'écris assez vite, et ben, j'y passais pas ma journée, quoi. J'écrivais 1 heure, 2 heures, 2 heures, ouais. Et voilà. Mais par contre, après, je l'ai beaucoup lu, beaucoup relu et re-relu. Et enfin, c'était mon... Enfin, quand j'étais sur les Bébé, ateliers... 9 mois. Comment? C'était bébé, 9 mois. Bah, 9 mois, c'est le premier jet. Ouais. 9 mois, c'est le premier jet. Après, comme j'écris à la main, Ah oui? j'écris pas sur un ordinateur. Ça m'est arrivé de le faire pour certaines choses, mais il me faut vraiment le contact direct avec la matière. C'est ce que je dis, ça passe directement du cœur à la main, même si c'est pas la bonne main, je suis droitière, mais Ouais. c'est un peu... Il y a quand même le lien. Bah, je sais pas, j'écris plus vite comme ça que si je tape sur un ordinateur et parce que il faut regarder sur le, enfin voilà, alors que là j'ai directement et après j'ai tout retapé dans l'ordinateur et puis je l'avais fait lire à quelqu'un qui apparemment s'y connaissait en littérature, c'était l'ami d'une amie qui avait un certain âge et qui s'y connaissait apparemment. Puis il m'avait donné ce retour et pour lui, il y avait trop de sujets d'aborder pour un seul livre. Il fallait que j'allège et beaucoup de métaphores et que c'était has-been dans le milieu littéraire, les métaphores. C'était mal barré. Oh, Donc, il paraît, hein, c'est des choses qu'on peut entendre. Mais bon. Ouais. Ça peut être une erreur de débutant. Même c'est pour ça que j'ai lu le dernier roman d'Amélie Nothomb parce que je les lis tous, même parce que j'ai pris l'habitude de la lire et ça se lit vite et voilà. Mais j'étais pas forcément d'accord dans son livre et d'ailleurs ça a pas plu mon commentaire sur le Facebook de la médiathèque, enfin le réseau médiathèque. Ouais, c'était quoi déjà Je sais plus. Vous vous rappelez Son dernier roman? Non, mais le commentaire. Ah bah le commentaire, en fait, j'avais dit que je trouvais le roman d'Amélie Nothomb nombriliste, dans le sens où il y avait beaucoup, en fait, et c'est pas que dans ce roman-là, il y a beaucoup de, comment dire, dans un des romans, elle a parlé de chamanisme et de ses expériences chamaniques avec prise d'hallucinogènes, quoi. Donc, quand on a enfin, moi, je me suis beaucoup interrogée par rapport à ce roman parce que c'est quand même, c'est pas autobiographique, c'est un roman de fiction, mais ça prend des choses que j'ai vécues et d'autres personnes qui ont vécu ça aussi. Donc, et puis, il y a des personnages qui existent en vrai, quoi. Donc, voilà, enfin, moi, je suis un peu dans dans l'optique qu'on ne peut pas tout écrire parce que dès qu'on a une visibilité au niveau public, même si c'est de petite ampleur, hein, parce que je ne suis pas Amélie Nothomb, hein, mais je veux dire, j'ai quand même conscience que toutes les choses qui passeront dans les réseaux sociaux ou sur ma chaîne YouTube, c'est visible par tout le monde et que ça peut avoir un impact. On ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas tout dire. La liberté d'expression, c'est pas tout dire. Et ça, j'ai compris ça avec l'esprit critique parce qu'avant, je pensais que la liberté d'expression, c'était tout dire. Et je m'étais pas rendu compte en fait que
dès l'instant où on est un personnage public, et un personnage public, c'est pas seulement quelqu'un de connu, pas connu. C'est dès l'instant où on partage des choses qui sont visibles par tous, accessibles à tous, et ben, vous avez un impact sur les gens. Donc, quand Amélie Nothomb, elle parle de ses expériences chamaniques, c'est bien de préciser que ça serait bien de préciser que c'est son expérience personnelle et que c'est pas quelque chose d'universel qu'il faut faire et que c'est pas conseillé du tout. Et parce qu'il y a des morts. C'est sûr. Hein. Donc voilà, et dans son dernier roman, on a beaucoup parlé de son événement de viol, mais à côté de ça, on a un petit peu oublié que elle a été obligée, suite à ça, à mettre des choses en place pour sa survie, par exemple l'anorexie. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait des jeunes qui tombent là-dessus et qui se disent ah bah voilà, la solution ça serait ça. C'est ça. Enfin, moi ça me gêne. Je pense que, après, c'est pas, enfin, je sais pas Comment un jeune ou même un adulte, parce que à tout âge on peut se faire avoir. Donc je me dis, on est tous, par rapport aux dérives sectaires, les gens pensent que c'est des gens un peu débiles, fragiles, qui vont tomber dans les dérives sectaires, alors qu'en fait il est prouvé que c'est des gens qui ont des diplômes, Oui. qui sont intelligents, on va dire, parce que l'intelligence c'est compliqué à définir. Mais voilà, c'est des gens qui ont fait des études. Et la majorité des gens qui sont dans les dérives sectaires, c'est des gens qui ont fait des études. Et on est tous potentiellement, à un moment dans notre vie, fragiles pour X ou Y raison. Et voilà, moi je me dis, comment les gens peuvent... comment ils vont interpréter les choses? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Après, on peut dire de tout. Hein, tout est. Après, c'est à chacun aussi d'essayer de faire la part des choses. Je sais bien qu'après, ça dépend de l'éducation, ça dépend de plein de choses. Et je pense que c'est aussi à nous, chaque personne, de faire aussi un travail sur soi. Et, il y a, toujours. je dirais qu'il y a soi-même, voilà, le travail, oui, qu'on peut développer son esprit critique, parce que c'est pas inné, ça se développe. Mais il y a aussi, quand on est face à des fake news ou des choses, on a aussi peut-être la responsabilité de dire, ça, non. C'est du vent, quoi. Donc, parce que les choses... Après, voilà, c'est très compliqué. On peut comprendre que les gens, ils ont besoin d'être rassurés, surtout avec tout ce qu'on vit et tout. Mais je veux dire, si c'est une réassurance ponctuelle pour aboutir à quelque chose de pire après... C'est vrai que ce que vous dites, l'esprit critique, et moi, c'était la philosophie en terminale qui m'a vraiment ouvert l'esprit, quoi, avec un super prof et qui nous disait le pour, le contre, il faut toujours peser. Il n'y a jamais de vérité absolue. Il fallait toujours peser le pour, le contre. C'est pour ça qu'en science... si on n'a pas ces bases aussi, c'est vrai que c'est pas toujours évident et on peut se laisser vite... à partir du moment où on a une autre personne qui va avoir de l'influence sur vous. Donc c'est assez compliqué. Mais c'est pour ça que là, quand il propose de plus en plus quand même des cours d'esprit critique et tout ça à l'université et tout, mais c'est assez compliqué par rapport à la psychanalyse. Moi, j'ai une maîtrise de psycho à Tours, c'était très tourné psychanalyse. C'est vraiment les grosses polémiques. C'est très... Il n'y a qu'en France où la psychanalyse, elle est encore autant propagée. Et Argentine aussi. Mais les autres pays, ils ont compris qu'en fait, non, les théories freudiennes, elles n'ont jamais été validées par la science et que... mais les gens qui sont vraiment accrochés à la psychanalyse parce que soit ils sont psychanalystes et tout ça,
enfin, on a du mal en fait à leur expliquer que il y a des outils actuellement qui ont été prouvés, comme les thérapies cognitivo-comportementales. Il y a des outils qui sont scientifiquement valides. Bah, pourquoi aller voir un psychanalyste? Enfin, on perd du temps, ça coûte super cher et enfin, c'est ça le truc, quoi. C'est sûr. C'est bah, je sais pas. Enfin, moi, j'ai eu vraiment des déclics avec tout ça et de me dire, bah, pourquoi perdre du temps quand on a des outils qui sont validés? Pourquoi? Ben oui, mais alors après, dans le New Age, oui, mais la science, on nous ment, on veut pas qu'on sache la vérité, il y a autre chose et tout. Dès qu'on est, il y a discussion zéro, c'est même pas la peine. La personne, il y a aucun, là, on pourra. Et après, c'est très compliqué de, c'est très compliqué de, il faut, enfin, même, enfin, si par exemple je sais pas, on sait qu'il y a un truc qui est faux et tout ça, bah, la manière dont on va l'exprimer, ça peut renforcer la croyance de la personne en face. Enfin, De toute façon, oui. c'est hyper, c'est hyper compliqué, quoi. Ouais. C'est, De plus en plus. ouais. Plus on a le savoir, moins plus on est perdu, j'ai l'impression. Le sachoir, Le sachoir, oui, ils c'est appellent ça. ça comme ça. Non, c'est vrai, et puis ouais. Bah, Internet, c'est fabuleux quand on sait, Oui, s'en servir. oui, faire des recherches et tout. Ça peut être vraiment. C'est, C'est l'un ou l'autre. il y a, au moins c'est bien parce que bah, quand on est dans le New Age, on croit avoir déjà découvert la vérité. Ça y est, 40 ans, paf, hop. Alors que là, quand on se rend compte que ah mais il y a tout ça que je ne sais pas et tout, bah, je trouve ça vachement plus intéressant. Bah oui, de toute façon, c'est C'est Et puis on sait bien que oui, il y a vraiment un problème d'acceptation Moi, je sais que j'aimais pas ne pas savoir. C'était il faut que je sache. C'est enfin le personnage, c'est exactement ça. Hein. C'est non, chercher quoi. ouais. Et Je me suis retrouvée là-dedans aussi. ouais. Et Et après, après, on se rend compte que finalement, avec l'expérience et tout, bon bah, on n'a pas de, voilà, pas de. ouais, il y a des questions sans On pense à des réponse. choses, on pense avoir des certitudes, et puis non. Ouais. Non. Et je trouve que c'est même moi, je trouvais ça angoissant de pas tout savoir. Et au final, maintenant, c'est plus apaisant parce que quand je vois vers quoi ça va, je me dis au final, c'est pas cool. Donc non, d'accepter de pas tout savoir et ouais, c'est assez tranquille quoi de dire bon, alors, on sait pas. Et puis par contre, il y a des choses qu'on sait, donc heureusement. Mais donc Bah, merci. Merci beaucoup en tout cas. ouais, merci à vous. Merci bien. Je parle pas, mais bon. J'avais des choses à dire. Mais... Bon, bah allez-y. Bah, je voulais dire, c'était un peu comme dans tous les domaines. Quoi. Enfin, quand moi, la musique, je regarde sur internet, chaque musicien fait sa musique. Et Tout le monde a on se raison. rend compte que, même en musique, au final, il n'y a pas de vérité. En tout cas, moi, je On la a connais déjà pas. tous les différents, les styles, Bah oui. Après, c'est selon ses sentiments, selon ses ressentis. Il en faut pour tout le monde. Mhm. Donc, et ça s'explique pas. C'est comme le cinéma, les films, les livres. Les tout, livres, c'est partout. Mais c'est ce qui fait la richesse. Ouais. C'est ça. Ben, heureusement. Heureusement. C'est ce que je dis aux enfants. Je dis, vous aimez pas ce livre, mais tant mieux. Mais dites-moi pourquoi. Ouais. Pourquoi Ouais. Bah, vous en lisez un autre. Ouais, et Ouais. puis voilà, c'est Tout à fait. Ouais. le jour où vous allez trouver, et les livres vous trouvent de toute façon. Ouais. Moi j'ai toujours cette optique-là, le livre va vous trouver quand il a besoin, enfin quand on a besoin de lui, il va venir à vous. C'est ma philosophie. Après, la musique aussi, les musiques ça accompagne, enfin moi je sais que ça m'accompagne beaucoup, les chansons, c'est des périodes, c'est des... Après, c'est la question, c'est voilà, qu'est-ce qui est de l'ordre du subjectif et du. Ben, c'est ça, mais de toute façon en même temps c'est totalement subjectif. Enfin, Ouais. ce qu'on aime, enfin, sauf si vraiment on veut se rentrer dans le moule ou vraiment faire comme tout le monde et tout ça, mais quand on s'écoute soi,
ouais. Mm. Non, parce que c'est aussi... Enfin, nous, on a vu ça aussi. C'est un peu la guérilla. Bon, moi, je fais de la peinture. J'ai jamais pris de cours de peinture parce que j'ai jamais voulu perdre mon côté instinctif. Et peut-être que je l'aurais pas perdu hein, en prenant des cours, j'en sais rien, mais j'ai même pas tenté le truc. Et c'est vrai que... C'est jamais fermé, vous pouvez toujours Ouais. reprendre après. Enfin, je veux dire, voilà. Mais Enfin, maintenant, c'est vrai il peut y avoir une... Enfin, moi, j'ai déjà entendu des peintres qui font du figuratif avec une technique, ils ont pris des cours et... Ah ben, le ils vont figuratif, même c'est pas pas regarder aussi- ce que je fais, c'est de l'abstrait, c'est... Ouais. Et voilà quoi, après... Je suis un peu comme vous aussi, c'est le mélange de couleurs, le mouvement et le mélange de couleurs, moi qui Ouais. m'éclate. Pareil, j'ai pas pris de cours, mais je m'éclate à faire mes toiles. Mais c'est que pour moi, mais voilà. Ouais. On peut pas faire une expo limitée C'est pour moi. C'est mes émotions qui sont. Ah ouais. Donc, voilà. Mais c'est comme les croyances spirituelles et religieuses. Enfin voilà, moi je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça. Et je me dis, bah voilà, c'est des choses qui sont d'ordre de l'intime. C'est pas mal de croire en Dieu ou de croire en ce qu'on De veut. connaître aussi, de s'intéresser. Ouais. voir, Mais après, voilà, est-ce qu'il faut absolument en faire la vérité et puis d'étaler ça sur la place publique ouais, je suis d'accord. Enfin, il y a des choses, à la limite, on pense ce qu'on veut, mais peut-être que c'est pas tout à partager. Et puis surtout de dire, ah, moi je sais mieux que toi, parce que si, parce que ça. Déjà, en disant ça, Ouais.